Le fait d'accompagner des personnes en situation de handicap m'a permis de changer de vision, de me rendre compte qu'il ne fallait pas voir ces personnes-là comme forcément être en souffrance, puisque beaucoup de ces personnes ont énormément de résilience, des forces de vie que d'autres ne développent pas, et des potentialités qui sont de l'ordre du commun, quoi. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, c'est tous les matins de 9h à 10h et nous consacrons cette émission à la journée mondiale des personnes handicapées. Ibtissem Belmadani est avec nous. Bonjour Ibtissem. Bonjour à tous. Voilà, ravi de vous retrouver. Masseur kinésithérapeute indépendante ou libérale. Voilà, vous avez préparé cette émission sur le handicap. Alors Mérez Assas est avec nous. Bonjour Mérez. Bonjour. Vous êtes champion de street workout. Alors qu'est-ce que c'est pour tout le monde ? Le street workout, c'est de la musculation en plein air, au poids du corps. Traction, dips, pompe, abdos. Voilà. Tout le monde est d'accord sur la définition ? Vous n'avez pas le choix. D'accord. Adjoint au maire de Neuilly-Plaisance, conseiller municipal délégué à la formation et à la jeunesse. C'est ça. Ouais. Ouais, en gros. Vous avez perdu, Mérez, l'usage de vos jambes après une attaque au couteau. Donc aujourd'hui, vous êtes paralysé à combien de pourcents ? Alors, en termes médicaux, on peut dire que je suis T5, T6, donc c'est à peu près jusque en bas des pectoraux. 70% du corps est paralysé. Vous avez été victime de votre attaque il y a combien de temps, Mérez ? Si vous êtes fort en maths, vous ferez le calcul pour moi. C'était en 2007. D'accord. Donc c'était il y a 13 ans. 13 ans. Merci, petit CM. Ouais. Quelles sont les questions que vous vous êtes posées après cette attaque ? Ah, c'est une bonne question. Bon, déjà, en fait, la lame est passée entre deux vertèbres. Et donc, ça m'a coupé la moelle épinière. Et je savais même pas qu'on avait une moelle épinière dans le corps qui laissait passer le message du cerveau pour contrôler les membres. Donc les questions que je me suis posées une fois paralysé, c'était est-ce que je vais pouvoir reprendre une autonomie de vie, est-ce que je pourrai avoir une vie normale. Donc ça, c'était la plus grande question. La vie normale, c'était votre vie d'avant ? C'est vrai que je m'exprime mal en disant la vie normale. Non, je sais pas. Non, mais c'est Du moment. Ouais, mais non, en fait, parce que tu me fais prendre conscience que la vie normale, elle est aussi normale aujourd'hui. C'est ça. Et donc, on va dire mon ancienne vie. Est-ce que je pourrais récupérer une vie autonome ? C'est plus en accord. C'était ça, c'était retrouver votre autonomie. Exactement. Ouais. Vous avez, j'ai regardé, vous avez écrit en 2014 une lettre à votre agresseur. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans cette Bravo. lettre ? Vous avez fait vos recherches. Quand je travaille avec Ibtissem, j'ai une pression que vous ne pouvez pas savoir. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, vous faites le job. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Parce que c'était quoi, un poème ? C'est quoi que vous avez écrit ? Ouais, non, c'était pas un poème, c'était un texte du cœur, et j'avais envie avec ça de dire que je suis libre. En fait, je l'ai pas réellement écrit pour lui, j'ai écrit cette lettre pour moi, et après par écho ensuite pour cette personne. Mais en gros, je voulais juste dire que je n'avais aucun démon ou aucun boulet à mes pieds, à traîner. Vous vous en souvenez du texte ? Ça fait longtemps que je l'ai écrit. Ça fait combien de temps que je l'ai écrit ? Je sais pas. T'es parti jusqu'à où ? Elle m'envoie des dossiers et après c'est moi qui gère. Mais ouais, ça doit faire 3-4 ans facile que j'ai écrit, même peut-être plus, ce petit texte. Je peux le dire ou pas ? Avec grand plaisir. Ça, ouais. Je suis le capitaine d'un navire que tu m'as imposé ce soir, où tu as décidé de me poignarder. Je te pardonne réellement de ton acte. Je vis ma vie sans démons qui me hantent. Et vous avez dit j'ai enterré mes démons. Qu'est-ce que ça voulait dire, enterrer ces démons ? Ça veut dire que j'ai pas de spectre au-dessus de moi qui me hante la nuit, le jour, à me dire pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé. Enfin, tout ça, j'ai que des comment dans ma vie. Comment je vais réussir à faire ce que j'aime, comment je vais réussir à m'épanouir. Les pourquoi, ils sont effacés. Aujourd'hui, vous avez les réponses aux comment ? À tous les comment ou pas ?
Pas à tous les comment, parce que ça serait triste, je pense. Et même lorsque je réponds à la majorité de mes comment, j'essaye de m'en rajouter d'autres. On devrait aller à Dubaï. Alors, Ibtissem, est-ce qu'on a Dubaï ou pas? On a Dubaï. On est en ligne sur Discord. Au téléphone. Au téléphone. Alors, Nawel Benzaouia est avec nous. Bonjour, Nawel. Bonjour. Bonjour Nawel. Bonjour Nawel. Bonjour. Bon, alors, on c'est la technique, là. Vous êtes où aujourd'hui, Nawel? Je suis actuellement à Dubaï, sous le soleil de Dubaï, où il fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Pas besoin de le préciser. Hein. Merci. Mais alors, est-ce qu'il fait 30 degrés confiné ou 30 degrés pas confiné? Parce que ça change les choses. 30 degrés et pas confiné. Et pas confiné à Dubaï. Et en vacances. Et en vacances. Alors, Nawel, vous avez fait des études pour être assistante sociale avant de faire un master en lien avec le handicap. Vous êtes fondatrice et directrice exécutive de Massira France et Émirats Arabes Unis. Et vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle une experte en accessibilité universelle. Tout à fait. Et puisque vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie, vous êtes également professeur à l'université d'Hokkaido au Japon. Vous êtes également conceptrice de défilés de mode inclusifs. Vous avez organisé votre premier défilé à Colombo au Sri Lanka, que vous avez donc baptisé Massira. Et Massira, ça veut dire? Massira, ça fait référence à la marche, parce que je m'étais dit qu'on devait tous marcher dans la même direction. Et ça fait aussi référence à mon histoire personnelle, étant donné que j'ai moi-même une petite sœur en situation de handicap qui a une trisomie 21. Et mes parents sont marocains, ils ont acheté une maison dans la rue Massira, et je m'étais dit que c'était un joli clin d'œil à leur père et à faire à mon histoire personnelle, étant donné lorsque nous allons à Massira, ma sœur est regardée comme une petite fille et non comme une personne en situation de handicap. Sa trisomie 21 n'est pas prise en compte. Voilà, votre petite sœur, elle s'appelle Salwa, elle est née avec ce qu'on appelle le syndrome de Down. Oui. Voilà. En quoi est-ce qu'elle a influencé votre parcours professionnel aujourd'hui, Salwa? Salwa a influencé mon parcours professionnel tout simplement parce que lorsque j'étais petite, elle venait me chercher à l'école avec ma mère et tout le monde la regardait avec des gros yeux en se disant mais c'est quoi? Elle ressemble à un monstre, parce que Salwa a une trisomie 21, mais elle a aussi perdu ses cheveux. Elle n'a pas de cheveux. Suite à une leucémie. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Suite à une leucémie, elle a perdu ses cheveux, ce qui fait qu'on voit qu'elle a des traits assez différents sur son visage. Et tout le monde l'a regardée et je disais oui, mais elle ressemble à un monstre. Et moi, je m'étais dit non, mais en fait, elle ressemble pas à un monstre. Il faut juste que les personnes comprennent qu'elle a le syndrome de Down, qu'elle a une trisomie 21. Et ce qui la rend particulière, mais elle sait faire plein d'autres choses. Elle peut jouer avec vous, elle peut discuter avec vous, elle peut s'exprimer comme tout le monde. Dans votre approche, il y a quelque chose de très très important, Nawel, et on en parlait avec Ibtissem, c'est que à chaque fois que vous visitez un pays, vous allez à la rencontre de personnes qui sont en situation de handicap et vous faites des mini-interviews avec ces personnes et vous leur posez des questions. Qu'est-ce que vous leur demandez? Je leur demande tout simplement ce qu'ils font dans leur vie, comment est-ce que le handicap est perçu au sein de leur pays. Est-ce qu'ils souhaitent faire passer un message? Ça me rappelle justement ce que j'avais pu faire au Cameroun, à Douala. J'ai pu rencontrer des personnes en situation de handicap, notamment des personnes trisomiques, qui me disaient mais non, mais moi je suis pas trisomique, j'ai un peu d'eau dans la tête. Du coup, comment ces personnes vont définir et s'approprier leur handicap et comment est-ce qu'elles vont s'intégrer dans la société? Et je pense justement à ces deux personnes trisomiques, Juliette et Victoire, qui me disaient, qui avaient appris la langue des signes, ce qui n'est pas forcément commun, mais pour s'intégrer avec un groupe de personnes sourdes, par exemple. Et je trouvais ça juste fantastique, et c'est vrai que j'aime beaucoup partager ça sur mes réseaux, tout simplement pour montrer que comment le handicap est vu un peu partout dans le monde. Et Hokkaido, alors au Japon, qu'est-ce que vous y avez appris, vous? Alors, le Japon, ce pays merveilleux,
Alors au Japon, j'ai tout simplement compris encore une fois que ce pays était prêt non seulement pour accueillir toute personne à besoins spécifiques. Il faut savoir que les Japonais ne parlent pas forcément très bien anglais, mais si vous êtes francophone ou arabophone et vous partez au Japon, sachez que vous n'allez jamais vous perdre parce que la société et l'environnement est conçu pour être accessible à tous. Et quand je parle d'accessibilité, je fais référence oui aux personnes en situation de handicap, mais pas que, toute personne a besoins spécifiques. Et j'ai appris tout simplement à une nouvelle culture. Le Japon aussi est connu dans le champ du handicap et de l'accessibilité pour être le pays le plus accessible pour les personnes mal et non voyantes, étant donné que les bornes podotactiles, vous savez, ces petits points jaunes qu'on voit dans la rue sans pour autant savoir ce que c'est, sont pour les personnes non et malvoyantes. Ça a été créé au Japon et j'ai compris pourquoi. J'ai vu à quel point ils étaient prêts à aller loin pour intégrer tout le monde dans leur société. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir et de continuer d'enseigner à l'université de Hokkaido pour parler tout simplement des représentations sociales du handicap et de l'accessibilité. Ibtissem Belmadani, alors il y a toujours ce qu'on appelle la théorie et la pratique. Entre ce que vous avez appris à l'école pour être kiné et votre pratique, qu'est-ce qu'on vous avait pas dit sur le handicap ? Ce que j'ai expérimenté. Finalement, le fait d'accompagner des personnes en situation de handicap m'a permis de changer de vision, de me rendre compte qu'il ne fallait pas voir ces personnes-là comme forcément être en souffrance, puisque beaucoup de ces personnes ont énormément de résilience, des forces de vie que d'autres peut-être ne développent pas. Et des potentialités qui sont de l'ordre du commun, quoi. Le handicap, ça concerne tout le monde. Pourquoi est-ce que ça concerne tout le monde, Ibtissem, le handicap ? Bien, parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de me retrouver en situation de handicap. Par exemple, comme disait Nawel, être à l'étranger et pas pouvoir communiquer ou pas pouvoir déchiffrer du thaïlandais, par exemple. Voilà, il suffit juste d'une écriture graphique qui soit différente de celle qu'on lit habituellement et on peut se retrouver en situation de handicap. Et ça, c'est une vision beaucoup plus inclusive et beaucoup plus globale que celle qu'on a couramment. Mérès, pourquoi est-ce que la question du handicap, ça concerne tout le monde ? Y compris ceux qui ont l'impression aujourd'hui d'être bien physiquement. Bien sûr. La question du handicap, elle concerne tout le monde déjà parce qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Donc par ricochet, on a tous un membre de notre famille ou un ami qui est en situation de handicap. Et ensuite, si on aime aussi la philosophie, il faut se poser la question dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui veut parquer une certaine catégorie de personnes, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société dite des Lumières et inclure tout le monde? Donc bien sûr que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde au sens de la valeur de chacun. Nawel, en quoi est-ce que la question de handicap, elle concerne tout le monde ? La question du handicap concerne tout le monde dans le sens où on est aussi on doit prendre en compte les personnes âgées aussi dans notre société. Tout public a besoin spécifiques. Je veux dire, au final, un handicap, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? On peut choisir de partir de l'approche environnementale en se disant on est handicapé parce que la société n'est pas accessible pour nous, ou bien en partant de cette approche médicale, oui, je suis en situation de handicap parce que j'ai ce souci de santé, j'ai cette paralysie, j'ai ce syndrome qui me rend handicapée. Mais au final, comme le disait Ibtissem, à un moment T, elle se sentait en situation de handicap parce que elle est partie à l'étranger et ne savait pas parler la langue. Je peux être en situation de handicap à un moment T parce que je souhaite aller dans un restaurant, je mange sans gluten et je suis végétarienne, mais il n'y a rien qui me convient. Du coup, tout dépend de quelle manière on peut et on veut s'approprier le handicap. Et aussi, précisons aussi qu'au niveau de la vision du handicap, quand on parle d'handicap en général, on parle beaucoup de handicap visible. Et il s'avère que plus de 80% des handicaps sont invisibles. Il s'agirait d'une personne qui peut être sourde, ça se voit pas,
d'une personne qui peut souffrir de diabète et qui soudainement peut se retrouver en hypoglycémie, ça se voit pas, d'une personne qui souffre de troubles d'apprentissage ou troubles de compréhension, d'une personne qui souffre de santé mentale avec une déficience ou une incapacité ou une santé mentale avec des troubles psychologiques également. Donc tout ça, ce sont des troubles invisibles et qui sont aussi là, présents et qu'on considère pas. Quand on parle de handicap, comme disait Alfred Sauvy, c'est vocable unique, réalité multiple. Vous nous disiez tout à l'heure, Ibtissem, que la majorité des handicaps sont invisibles. Aujourd'hui, il y a une loi, la loi de 2005. Qu'est-ce qu'elle a changé sur le handicap ? Bien, ce qu'elle a changé, c'est qu'on a considéré que le handicap, c'était à partir du moment où on n'arrivait pas à interagir avec son environnement. Et qu'en fait, l'environnement lui-même a nécessité d'être adapté à la personne qui est concernée par un handicap pour lui permettre l'autonomie. Et donc, finalement, d'un point de vue sémantique, qu'est-ce qu'elle change, cette loi ? Bien, on ne parle plus d'une personne handicapée, mais on parle d'une personne qui est en situation de handicap. Ça vient de là, ça vient de... Voilà. 15 ans après, est-ce qu'on a fait les bilans de la loi ? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. On aurait dû normalement être à jour pour 2015, on ne l'est pas. C'est repoussé chaque année sur plusieurs plans. Sur le plan de l'accessibilité, ne serait-ce que de tous les bâtiments publics, les transports, l'école, l'hôpital. Il y a plein de lieux où il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et puis, il y a aussi sur le plan de la représentation sociale qu'on a du handicap aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais de plus, Mérès, par rapport à ça ? Moi, je trouve que la loi de 2005, concernant le handicap, c'est une loi vraiment très intelligente parce que, comme tu l'as dit, on considère plus, ou en tout cas, on met plus l'identité d'une personne vis-à-vis de son handicap. C'est-à-dire qu'avant, on disait une personne handicapée, c'était ça en gros. Non. Avant, on disait un handicapé. Ah, on dit, ouais. Il y a même, moi, j'ai vu, il y a 4 niveaux. Premier niveau, c'est le plus bas, on parle des invalides. La personne, elle est invalide. On la laisse à la maison, elle est hors de la société, elle ne se mariera pas, elle ne plaira pas, elle n'a pas de sexualité, elle n'a rien du tout. Deuxième niveau, on parle d'handicapé. Ça veut dire qu'on met l'identité de la personne vis-à-vis de son handicap. Troisième niveau, une personne handicapée. Là, on commence à être intelligent et on considère qu'il y a d'abord une personne et ensuite, il y a un handicap. Et le dernier niveau, celui de la loi de 2005, celui que je préfère, on met personne en situation de handicap. Donc là, on éloigne bien la personne du handicap et on sait qu'il y a une situation en fait qui est handicapante. Si là, aujourd'hui, on nous entend sur Beurre FM, personne ne sait que je suis en fauteuil roulant. Donc est-ce que je suis handicapé à cette heure précise ? Non. Pas du tout. Demain, il y a une personne qui fait 1m50 qui veut attraper une boîte de tomates au rayon tomates qui est tout en haut. Elle peut pas, elle sera en situation de handicap. Pourtant, la société la considérera pas telle qu'elle. Donc voilà. Ouais. Nawal, vous voulez rajouter quelque chose sur cette loi de 2005 et ce qu'elle a changé et ce qui peut-être devrait être encore à faire ? Les différentes lois mises en place ont quand même permis de réduire les discriminations en rendant le handicap plus visible. On parle d'intégration de personnes en situation de handicap dans la société, ce qui fait partie intégrante de notre vie sociale, même si ça reste peu présent. Et comme on le disait, au final, on peut mettre en lien toute cette loi de 2005 avec la notion d'accessibilité qui, elle, est un levier d'inclusion. Si on prend votre expérience à vous et votre histoire, vous avez décidé d'organiser des défilés de mode inclusif. Par exemple, le handicap était complètement absent de la mode pendant longtemps. Oui, pendant très longtemps, il a été absent de la mode. Pourquoi ? Parce que le handicap, ça ne fait pas partie du beau et des codes que nous devons respecter dans le champ de la mode. Pourquoi j'ai choisi de faire des défilés de mode inclusifs ? Tout simplement parce que je ne souhaitais pas ghettoiser le handicap, mais je souhaitais inclure des personnes en situation de handicap lors des Fashion Week pour promouvoir l'inclusion et pour tout simplement se dire, oui, ce sont des belles femmes, ce sont des hommes qui défilent et surtout pour mettre en avant les tenues des créateurs, mais d'une autre manière.
J'ai commencé par faire ces défilés-là, et ce qui m'a permis vraiment peu après, de faire de l'accessibilité universelle en rendant le cadre bâti accessible, en se disant que l'accessibilité ne se limite pas juste à mettre une rampe d'accès ou des bornes podotactiles à chaque entrée, mais non, l'accessibilité doit avoir toute la dimension d'usage d'eux qui est négligée. C'est votre expertise aujourd'hui, l'accessibilité universelle. En quoi ça consiste finalement si on fait un bilan et si aujourd'hui on fait un audit sur l'accessibilité ? Je vais vous donner un exemple très concret. Vous appelez ça les diagnostics d'accessibilité. Oui. Le diagnostic d'accessibilité va commencer fin du parking jusqu'à l'entrée, puis la réception, puis l'intérieur du bâtiment, pour au final finir avec tous les différents magasins qu'ils peuvent avoir au sein d'un bâtiment. Parce que l'accessibilité, c'est accéder, pénétrer, circuler et utiliser le bâtiment comme tout le monde. Mérez, par exemple, pour venir à la radio ce matin, on va prendre juste cet exemple-là. Quel est le niveau d'accessibilité de la radio entre le moment où vous êtes arrivé au parking, que vous êtes rentré dans le bâtiment, que vous avez dû prendre l'ascenseur et que vous êtes arrivé jusqu'à la porte de Beurre FM ? Vous avez une bonne note. Il y a un plot, il y a une espèce de plot en béton devant la porte d'entrée. On se demande ce qu'il fait là, en bas. J'ai même pas fait attention. Vous n'avez pas vu En fait, il a réussi à faire ch'touk sur le trottoir. T'avais un petit saut sur le trottoir pour pouvoir arriver. Vraiment, vous avez une bonne note. Même les trottoirs, le passage piéton, ça allait. Il n'y a plus que les toilettes à changer. Oui. Ah oui, parce que les toilettes sont pas accessibles. Bah oui, les toilettes sont pas accessibles et en fait le fauteuil rentre pas, la porte est presque trop. On peut pas fermer la porte. Et puis l'espace est trop petit. On est en train d'enfoncer. Il faudrait qu'il y ait au moins 1,50 m de diamètre pour pouvoir rendre le fauteuil mobile pour tourner sur soi-même. Ouais, donc, et ça faut y penser. Hein. Ouais. Par exemple, vous prenez le métro, Mérez ? Alors le métro, c'est une horreur pour les personnes qui se. Il faut expliquer ça parce que c'est. Ouais, faut expliquer. Il faut savoir. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'il y a que 4. Nawal, t'as les chiffres en tête ? Je crois qu'il y a 4 ou 5 stations d'accessibilité. Vas-y, je t'en prie, je te laisse le relais. Oui, je pense qu'il y a 4 stations accessibles à Paris et encore, il est très 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 difficile de rendre le métro accessible étant donné que ce sont des vieilles stations. Et on parle même pas des ascenseurs qui fonctionnent une fois sur deux, c'est assez compliqué. Ouais. Et là, on parle pas que du fauteuil roulant, on parle d'une maman avec une poussette, des enfants, et des valises aussi. Moi, une fois, ça m'est arrivé dans une gare dans Paris. Je revenais de voyage, ma valise. De Thaïlande ? Non, c'était pas de Thaïlande. On essaye de suivre au déplacement. Hein. Et la valise, je voyais toutes les marches d'escalier parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas. C'était juste atroce. Alors nous avons Mana qui est avec nous au téléphone au 01 53 48 3000. Mana, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à toi et bonjour à votre équipe, à vos invités surtout. Bonjour Mana. Bonjour. Bonjour à vous. En fait, à vous deux, vous avez déjà récapitulé, vous avez fait le tour en fait. Hein. Vous avez pratiquement tout dit. Hein. Alors Mana est champion du monde de pizza, faut le dire. Hein. Bon, enchanté. Faudra venir. Et il est sur un fauteuil aussi, hein, Mana. Mais non. Alors moi, ça fait 2 ans que je suis en fauteuil roulant, hein, bien sûr, et depuis, je parcours les championnats comme le J-Tulip. Je suis aussi membre de l'Académie culinaire de France et membre de l'Académie nationale de cuisine de France. Moi, mon parcours, c'est en fait, je participe à tous les événements qui peuvent exister, en fait. Et mon combat, en fait, c'est l'handicap, hein, comme vous l'avez bien dit. Hein. Moi, mon combat, c'est partout où je vais, je combats le monde de l'handicap. D'ailleurs, je viens de m'inscrire à l'émission, je sais pas ce que ça va donner, mais je le dis comme ça, mais à l'émission Top Chef. La classe. Trop cool. En fait, j'ai fait une préinscription, je sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas parlé de mon handicap, hein, bien évidemment. J'ai dit qu'à la radio. Et on verra bien ce que ça va donner. Et alors, pour finaliser un petit peu la session, c'est que vous n'avez pas parlé, en fait, les invités oublient, en fait, de parler du parcours du combattant, des démarches administratives qu'il y a, ne serait-ce que pour demander
ne serait-ce qu'un changement de fauteuil, un aménagement de salle de bain, de toilette pour celui qui... Moi, je vous donne un exemple. Ça fait 2 ans que j'ai fait une demande d'appartement. La loi Dallot m'a donné un appartement. Déjà, le premier, il était hors accessible, avec un demi-étage. Et là, il y a 2 ans, on m'a donné un appartement avec, le seul avantage qu'il y a, c'est que l'ascenseur va au parking, mais l'appartement, 0 en fait. Alors, le dossier a été monté pour une personne en situation de handicap, mais malheureusement, malgré ça, on m'a donné un appartement pratiquement normal, quoi. Je veux dire, avec une salle de bain, avec une baignoire, une toilette à part. Et là, ça fait 2 ans que j'ai fait une demande et c'est un cauchemar en fait. Voilà. Pour résumer un peu tout ce qui a été dit, c'est un cauchemar en fait le monde les démarches. Hein, vous en citez sur les démarches. Mérez, je vous vois hocher la tête. Il a totalement raison. Une démarche, en plus aujourd'hui, ils ont beaucoup de retard selon les départements. Le 93, c'est le pire. Si par exemple, comme monsieur le dit, on veut se faire rembourser un fauteuil roulant, qui coûte entre 3 et 5 000 euros pour un fauteuil manuel. Le fauteuil électrique, on rajoute un 0. Moi, j'ai entendu au moins 18 ou 20 000 euros pour un fauteuil électrique. Ouais, facile. Ouais. Ça dépend les fonctionnalités qu'il y a et ça dépend la pathologie et le pourcentage d'handicap. Et puis, faut attendre une année, on est bien, on est chanceux. Hein. Mais pour une carte d'invalidité. Ce qu'il y a, c'est que les démarches administratives sont très longues parce qu'en fait, ça doit passer par des commissions et d'autres commissions, et etc. Et à chaque fois qu'il y a un besoin spécifique, ça passe par commission. Donc imaginez si vous avez plusieurs besoins spécifiques, à chaque fois vous passerez en commission pour avoir ces réponses à ces besoins, que ce soit des besoins financiers, matériels, des besoins humains, parce qu'il y a des personnes par exemple, il leur faut une tierce personne, que ce soit à l'école avec une AVS, ou bien que ce soit dans la vie de tous les jours une aide à domicile, ou bien un accompagnant pour faire les courses, ou bien même qu'est-ce que ça peut être encore comme aide humaine, ça peut être quelqu'un qui va faire traducteur pour le langage des signes français. Donc et à chaque fois, c'est à chaque besoin précis une demande et une commission. Mana, vous êtes gentil parce que vous dites une commission, mais il n'y a pas qu'une commission, c'est que il suffit de rater quelque chose, vous êtes obligé de refaire le dossier complet en fait, c'est pas juste une commission. Oui, c'est vrai que les dossiers sont lourds à faire, effectivement. Il y a besoin d'être accompagné. C'est pas simplifié. Non, c'est pas simplifié, effectivement. Mana, moi, je voudrais juste vous demander quelque chose. Vous qui participez à des championnats du monde, par exemple en cuisine, est-ce que les cuisines sont simplement adaptées à un fauteuil ou pas du tout? Alors, ce qu'il y a bien, c'est que c'est accessible jusqu'à la scène, en fait. Moi, j'appelle ça une scène où on participe, où le participant va faire sa pizza, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite rampe. Ça, c'est bien parce qu'ils l'ont faite. Mais au départ, il n'y en avait pas. C'est parce que je pense que c'est moi qui ai dû déclencher ça, entre guillemets, dans ce fameux salon. Et encore, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'adapté parce que, si vous voulez, moi, comme j'arrive, moi, j'ai le sourire quand je participe à ces championnats parce que j'arrive avec mon fauteuil, je me mets devant mon poste de travail et là, je me mets debout, en fait, pour pouvoir faire ma pizza. Et c'est là où j'ai les yeux qui brillent parce que les gens me voient arriver en fauteuil, se disent, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Ils se posent des questions, comme les regards dans la rue. Et après, une fois que je suis debout et que je fais mes gestes pour pouvoir faire ma pizza et mettre ma pizza dans le four, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu d'assistance au cas où on sait jamais ce qui peut arriver parce que mes jambes peuvent fléchir malgré mes orthèses. J'ai des orthèses qui me permettent de mettre debout, mais ils sont toujours quand même là, les assistants au four. Mais en tout cas, mon kiff, comme dirait l'autre, c'est ça, c'est ce moment-là. Et partout où je vais, c'est ça. Que je vois en cuisine, que je sois dans une pizza, c'est la même chose. Mais un peu pour résumer tout ça, c'est pas ça, c'est que déjà on ne parle pas assez de ça. Moi, j'ai envoyé via Facebook, je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais à la ministre de la Santé qui s'occupe de ça, pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir, je sais, les rêves sont gratuits en fait, pour pouvoir la rencontrer et pouvoir. Mais je suis pas assez fort en fait. C'est pour ça que mon combat est de participer à tous les événements, quoi. C'est simple. Alors, Ibtissem, vous voulez réagir?
Oui, alors en fait justement, c'est important dans ce cas d'être accompagné par des associations, des fondations, il y en a quand même beaucoup en France, qui permettent d'appuyer le discours. Vous pouvez aussi être accompagné de patients experts qui du coup sont déjà passés par cette expérience de vie et qui vont pouvoir vous conseiller. Et du coup, à plusieurs, on est plus fort que seul. Mais enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans la capitale de la France, Paris, les métros ne sont pas accessibles. Oui, c'est vrai. Donc voilà, vous voyez, ça pose quand même une question. Mais reste ma question est peut-être stupide. Pourquoi vous vous êtes pas intéressé aux questions d'accessibilité dans votre ville, par exemple ? Alors, aucune question n'est stupide. Rester dans son ignorance, c'est ça qui est stupide. Parce que je me considère pas expert. Oui. Enfin, non, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est très stéréotypé. Le mec, il a eu un accident dans sa vie, il est en situation de handicap, donc il va faire de sa vie un combat pour le handicap. Non, parce que moi je me considère comme une personne avec diverses envies et il n'y a pas que le handicap dans ma vie. Et on peut aider des gens qui ne savent pas qu'ils sont en situation de handicap. Parce que être au chômage ou ne pas trouver d'emploi ou ne pas trouver sa voie de vie, c'est aussi une situation de handicap. Et moi, c'est en parallèle de ma philosophie. Vous ne vouliez pas vous cantonner finalement ? Non, parce que tout le monde peut se retrouver en situation de handicap et on peut combattre cette situation de n'importe quelle manière. Et quelle que soit notre posture, on peut avoir une vision inclusive, qu'on soit concerné ou non directement par le handicap. Et en plus de ça, inconsciemment, lorsque moi j'aide les personnes à retrouver un emploi ou à se remettre dans le système, qu'est-ce que je dis à la personne ? Juste par mon image et par mon poste, c'est moi je suis en situation de handicap, je te dis pas que je combats le handicap, mais quand je t'accompagne à retrouver un job, ton esprit se dit cette personne, on pourrait croire qu'elle a un handicap, mais en fait non, puisqu'elle m'accompagne et en fait c'est une personne lambda, une personne normale. On en reviendra parce que c'est la question de monde de travail, parce que souvent finalement il y a la discrimination dans le monde du travail. C'est imaginer qu'une personne en situation de handicap, elle peut pas occuper un poste à 100% de ce que pourrait faire quelque chose qui n'est pas en situation de handicap en fait. Faux. Ouais. Alors on a Nawel Benzaouia qui est avec nous également et nous rejoint le docteur Pascal Douek. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Bonjour docteur. Bienvenue. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous êtes médecin nutritionniste et médecin du sport et depuis 2012 vous êtes atteint d'une sclérose en plaques. Vous avez 51 ans quand on vous diagnostique la sclérose en plaques et à ce moment-là vous êtes un médecin super actif, docteur Douek. Oui, je suis super actif et puis d'autant plus que j'apprends cette maladie, je m'investis encore 10 fois plus dans mes activités professionnelles. Et puis le handicap, en tout cas la maladie, me rattrape et progresse. Et je me retrouve effectivement à devoir lâcher petit à petit mes activités professionnelles, tout simplement parce que j'ai un handicap moteur qui s'aggrave et je me retrouve en 2019 à me déplacer en fauteuil roulant. Voilà, donc je me retrouve brutalement plongé. Tout ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que je commençais effectivement à avoir des difficultés à me déplacer, et puis après avoir des aides, c'est-à-dire des bâtons de marche, puis après des béquilles, et puis après le fauteuil, parce que j'avais plus d'autres possibilités pour me déplacer que de prendre le fauteuil roulant. Tout ça s'est passé sur 2 ans à peu près. Oui, ce qu'il faut préciser par rapport à la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est dégénérative, qui peut s'installer progressivement dans certains types de sclérose en plaques. Moi, j'avais peut-être une petite question du fait que je sois soignante comme vous. En tant que soignant, on dit souvent que quand on tombe malade, on comprend l'envers du décor en fait du côté soigné. Comment vous avez fait cette bascule en fait d'être concerné en tant que soignant par finalement la maladie? Écoutez, je sais pas si j'ai le sentiment de ressentir l'envers du décor. J'ai plutôt eu le sentiment, oui, en tout cas de ressentir le handicap en étant plongé dedans, parce que j'ai le sentiment que d'être passé à côté avant d'être handicapé, comme beaucoup, on a ses activités, on est toujours pressé dans ce que l'on fait, et quand on se retrouve effectivement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est handicapé, on réalise que tout est fait pour vous isoler.
C'est-à-dire que votre handicap, il vous amène effectivement d'une certaine manière. C'est difficile de sortir quand on est handicapé. Donc on a plutôt tendance à rester chez soi parce qu'on est un petit peu mieux chez soi. Dès qu'on veut sortir, qu'on veut accéder, j'en sais rien, on veut rentrer dans un café, c'est compliqué parce qu'il y a un tas de cafés qui sont pas accessibles encore. S'ils le sont, les toilettes ne le sont pas parce que si on prend les cafés parisiens, la moitié des toilettes sont en général au sous-sol. Si vous voulez vous déplacer, les transports, c'est extrêmement compliqué parce que si on est en ville, à Paris, le métro, ça vous est interdit. Les bus, dès qu'on est en période de pointe et que vous arrivez vous voulez rentrer dans un bus, alors là c'est la panique parce que les gens n'ont aucune envie que vous rentriez pour descendre à votre place. Et prendre un taxi quand on est handicapé, c'est ultra compliqué. Donc vous voyez, l'accès aux endroits, vous voulez aller dîner chez des amis le soir, vous êtes invité à dîner, en la majorité des cas, vous ne pourrez pas y aller parce qu'on ne peut pas accéder dans un certain nombre d'immeubles. Donc tout est fait quand même pour limiter votre autonomie et donc vous êtes vraiment, on est obligé de se battre et on est obligé de jouer avec le temps parce que dès qu'on veut faire quelque chose, il faut anticiper et il faut compter avec le temps parce que se déplacer, ça va être quelque chose d'ultra compliqué. Donc il faut anticiper qu'il va falloir doubler le temps pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Anticiper toujours ce qu'on va faire. C'est-à-dire que moi, je fais tout en street view. Quand je vais à un endroit, je me fais tout mon cheminement en street view pour voir s'il n'y a pas un obstacle, s'il n'y a pas quelque chose qui va me bloquer. C'est ça. Sans compter auquel on ne pense pas avant, et c'était mon cas, toutes les bagnoles qui vont se garer. Alors, on ne parle pas des bagnoles qui se garent sur les places handicapées, ça c'est le grand classique, mais qui vont se garer sur les bateaux, qui vont se garer sur les places, sur les espaces piétons, où là on peut plus traverser quand on est en fauteuil roulant. Donc il y a vraiment une mentalité aussi qui est à travailler. Moi, ce que j'ai ressenti quand même, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Quand on est handicapé, on est confronté aux réactions des gens. Il y a une vraie fracture. Il y a des gens qui n'en ont rien à cirer. Que votre handicap, vous n'existez pas et quoi qu'ils fassent, de toute façon, le handicap, pour eux, c'est absolument pas dans leur façon de penser. Et puis, il y a une autre partie de la population qui est ultra bienveillante. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a un tas de gens qui sont là pour est-ce qu'on peut vous aider, est-ce qu'on peut vous accompagner dès qu'ils nous voient un petit peu en galère. Donc, je pense que ce type de journée du handicap, ça a toujours un réel bénéfice d'essayer de sensibiliser ceux qui ne le voient pas que le handicap existe, qu'il faut y penser. Et à un moment donné, il a fallu que vous lâchiez pied, docteur, que vous acceptiez de changer de rythme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez inventé un nouveau rythme ? Ah oui, j'ai inventé un nouveau rythme. J'ai été obligé de jouer avec le temps, donc j'ai aussi été obligé. C'est un moteur, le handicap. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous avez comme type de handicap. Moi, j'ai un handicap moteur, donc dans tous les cas, voilà, le reste, c'est mes jambes qui marchent plus, mais mes bras, ma tête, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc, à un moment donné, vous recentrez vos capacités sur celles qui vous restent. Et effectivement, puisque je me déplace peu, ou en tout cas difficilement, tout ce qui va être pour moi activité intellectuelle, c'est celle auquel j'ai donné une vraie priorité. Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous avez publié un livre qui fait référence, ça s'appelle Le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment, aux éditions Solar. Merci d'avoir été avec nous, Dr Dweck. Merci Philippe. Et au plaisir de vous revoir dans les locaux de Beurre FM, dont vous avez testé vous aussi l'accessibilité il y a quelques mois. Absolument, avec grand plaisir. À bientôt. Merci Doc. Au revoir. À bientôt. J'aimerais qu'on parle du regard qu'on porte sur le handicap avec vous, Nawel. Quelles sont les questions qu'on doit se poser avant de pouvoir changer le regard que les autres portent sur le handicap ? La première question est la communication. Comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on parle du handicap, comment est-ce qu'on montre le handicap. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé par les défilés de mode, mais est-ce que vous voyez des personnes en situation de handicap qui font des couvertures de magazines, qui représentent différentes marques, qui sont là parce qu'au final tout passe par l'éducation. On parle d'éducation avec cette communication. Si c'est une personnalité ou si c'est la femme d'un ancien Beatles, oui. Mais ça reste réservé à quelques people.
Oui, ça reste réservé à quelques personnes, mais on peut remarquer par exemple avec Benefit qui a choisi une personne trisomique pour pouvoir représenter sa marque. On peut penser à MAC Cosmetics qui travaille avec Iman Bouj, qui est elle-même en fauteuil roulant manuel. On peut aussi parler tout simplement d'éducation, donc dès l'école. À l'école, on doit pouvoir avoir des livres qui parlent du handicap, des petites histoires qui vont éduquer les enfants, qui vont éduquer leur regard en se disant demain lorsqu'elles vont croiser une personne trisomique, une personne en fauteuil, une personne qui fait des crises parce qu'elle a un trouble autistique, ils vont comprendre que cette personne est en situation de handicap car elles ont été éduquées en amont. Ça fait partie des priorités actuelles du ministère de l'Éducation, tous ces programmes d'écoles inclusives avec des aides au parcours, au suivi et à l'inclusion complète dans le suivi scolaire. Mérès, pour vous, comment on peut changer le regard des gens sur le handicap ? Moi, je pense que pour changer ce que Nawal disait, par exemple, sur l'éducation, je pense qu'il faut banaliser le handicap. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Exactement, mais aussi dans l'espace public, télévisuel, publicitaire. C'est-à-dire, par exemple, son idée sur l'éducation des enfants, mettre des livres. C'est vrai que si par exemple on met un bouquin où dedans il y a des enfants, et ça se fait de plus en plus, même sur les dessins animés ou autres, et ça moi je trouve ça génial, c'est de banaliser le fait que la personne en situation de handicap, le handicap c'est pas une maladie, et c'est pas une identité. L'identité de la personne, c'est elle-même, c'est son personnage. Environnement dépendant en fait. Exactement. Et où je voulais en venir. Non, ouais. Donc le fait de toutes ces petites actions comme... ça banalise. En fait, l'éducation, ça banalise le handicap. Et si on mélange tout le monde, on se rend compte que tout le monde est différent et qu'il y a autant de différences entre un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme, et que chaque identité est propre. Tout le monde est différent. C'est pas le handicap qui rend la personne différente. Mais il faut être avec tout le monde, il faut être inclusif. On n'est pas comme tout le monde, on est avec tout le monde. Oui. Et au-delà de la communication sur le handicap, il y a aussi l'appréhension du handicap. Finalement, il faudrait peut-être aussi désacraliser un petit peu ce que c'est que d'un jour se retrouver en situation de handicap. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur du handicap comme on aurait peur de la mort. Je dramatise un peu le truc, mais c'est vrai, c'est tellement quelque chose de... Parce qu'il y a un effet miroir, en fait, qui se fait lorsqu'on voit la personne en situation de handicap, par exemple, elle a une jambe en moins, on a tout de suite l'effet miroir non, mais on va dire le pauvre. On va porter un regard. Mais pourquoi on dit le pauvre ? Parce qu'en disant le pauvre, on se dit exactement, on se dit j'aimerais pas être à sa place, ou c'est pour ça qu'on dit le pauvre. Alors que la personne qui a un membre en moins ou qui a une déficience ou peu importe, elle se dit pas le pauvre, elle se dit je vis ma vie, moi je suis heureux. Mais qu'est-ce que vous dites, Thérèse, aujourd'hui, vous ? À moi-même. Oui, vous. Déjà, je me dis que je m'aime. C'est très important, que je suis heureux et que je suis ambitieux dans ma vie. Et je veux faire plein de choses. Et je suis une personne normale. Ça vous a pris combien de temps, ça, pour basculer dans ce « je suis heureux » ça a été immédiat après votre accident ou ça vous a pris un peu de temps d'en arriver à ce stade ? C'est une très bonne question, mais moi, je ne suis pas un très bon exemple. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté directement la transition entre être valide, entre guillemets, et avoir une pathologie. Encore une fois, je ne me suis pas dit pourquoi, je me suis dit comment je fais pour avoir mais ça a été tout de suite. Pour moi, ça a été directement. Parce qu'il avait un mental de compétiteur déjà avant. Merci à vous de votre témoignage. Merci Mérès d'avoir été avec nous. Merci Nawel. Je vous laisse profiter de la chaleur de Dubaï. Merci d'avoir été avec nous. Pardon pour la technique. Ibtissem, on vous dit à bientôt sur Beurre FM. Oui, à bientôt. Vous réécoutez cette émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir la vidéo puisque l'émission est filmée. Très belle journée santé sur Beurre FM.